Quand j'ai commencé à écrire cette intro, j'ai trouvé des définitions du racisme, mais aucune ne reflétait vraiment ce que c'est, tant il est protéiforme. Et je trouve que c'est quand même assez démonstratif de sa complexité. Pour ne pas tout mélanger, je propose d'y aller par étapes. Commençons simple. La définition du racisme, dans le DICO, c'est le fait de subir une discrimination en raison de sa race ou de sa religion. Ensuite, on trouve une typologie des actes racistes. En voilà deux. Le racisme ordinaire. C'est une forme de racisme sournoise et insidieuse, pas forcément malveillante, qui a l'air de rien, mais qui s'avère en réalité très blessante pour celle ou celui qui la reçoit, car c'est une forme de racisme qui renvoie sans cesse les minorités à leur couleur de peau ou à leurs origines. Il y a aussi le racisme d'État. Pour la sociologue Nassira Ghenif, c'est un racisme qui s'est installé à tous les niveaux de l'État. Un racisme puissant, structurel, systémique, complète le philosophe Pierre Thévenant. S'il est aussi difficile à définir, c'est aussi parce que les structures antiracistes qui s'engagent contre ces discriminations ont changé et ont mis au jour de nouvelles formes de racisme et donc de nouveaux mots. On pense par exemple au terme « privilège blanc » qui signifie que les personnes blanches ont un traitement préférentiel en France. Au mot « racisé » qui, contrairement au terme « race », qui renvoie à des données prétendument naturelles et immuables, le terme « racisé » évoque une construction sociale et politique. De même, si les termes ont changé, l'analyse et les formes d'engagement antiraciste aussi. La grande opposition tourne autour de l'universalisme, c'est-à-dire tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et de l'intersectionnalité, qui désigne la convergence des luttes contre toutes les formes de discrimination, le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie. Aujourd'hui, nous recevons Fabienne Angèle, responsable de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme du Bas-Rhin, connue sous l'acronyme LICRA, une association historique universaliste. Bienvenue! Alors Fabienne, pour commencer, qu'est-ce que c'est la LICRA ? Bonjour Aliénor. Alors la LICRA, comme tu l'as dit, c'est une association, c'est une vieille dame puisqu'elle a été créée au niveau national en 1927. À l'époque, l'acronyme c'était la LICA, L-I-C-A, et c'était une association de Français qui recueillaient les réfugiés des pays de l'Est notamment et ensuite de l'Allemagne nazie. Donc réfugiés juifs qui fuyaient les pogroms et puis les persécutions. Donc c'était une association uniquement de défense des réfugiés juifs. Cette association n'a pas pu exercer ses activités pendant la Deuxième Guerre mondiale et pour cause, certains de ses fondateurs étaient résistants. C'est après la guerre que la LICA est devenue la LICRA, qui se bat donc contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de discrimination, homophobie, sexisme par exemple. Ça, c'est la LICRA aujourd'hui. La LICRA nationale donc a des sections régionales comme la nôtre, comme notre association, donc la LICRA Bas-Rhin, qui restent des associations indépendantes puisque nous sommes sous le statut de l'association, mais nous partageons les valeurs évidemment de la LICRA nationale. Nous avons des actions en commun, des actions de formation, des actions d'information en commun. Mais la LICRA du Bas-Rhin, donc lutte contre le racisme et les discriminations dans le Bas-Rhin. Alors moi, ça fait quelque temps maintenant que je te connais, Fabienne, mais est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer quelle est la différence qui peut être faite entre les racismes, les discriminations, parce que je sais, pour en avoir discuté avec toi, que c'est pas forcément des choses qui sont similaires en tout point. Donc ça peut être intéressant que tu puisses un peu nous expliquer du point de vue de la LICRA quelles sont les différences et comment ça se traduit concrètement sur le terrain ou dans vos activités par exemple. Alors, c'est une question difficile là que tu me poses parce que, bon, d'abord, je vais revenir par les choses officielles. Donc, selon le code pénal en France, il existe 25 discriminations, 25 types de discrimination qui sont des délits et donc punis par la loi. Alors, je ne vais pas vous les donner toutes les 25, mais ça va de discrimination à la langue par rapport au français, par exemple, discrimination par rapport au sexe, par rapport au nom de famille, à l'origine, à la situation de famille, à la situation sociale. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et parmi ces discriminations,
Donc, c'est l'appartenance ou non à une supposée ethnie, à une supposée race et à une supposée nationalité. Hein, donc, qui rejoint le racisme. Donc, le racisme, en fait, c'est une discrimination, mais en plus de la discrimination, qui va s'exprimer par des actions souvent violentes, voire jusqu'au meurtre. Donc, voilà. Donc, toutes ces discriminations sont des délits, sont punies par la loi. Par rapport à la loi, il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, il y a des degrés de gravité, puisque au niveau des amendes, ça peut aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et puis à au moins 1 an de prison. Hein. Donc, il y a quand même une gradation. Mais si on reprend dans les discriminations liées au racisme, c'est évidemment donc ce qui nous intéresse, nous, à la LICRA, au plus haut point. Hein. Donc, tout ce qui est lié à... Donc, j'ai bien dit supposé ethnie, supposé race. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas de race chez l'homme, hein, c'est l'espèce humaine. Donc, la race est une invention des racistes. Bien sûr, ouais. Voilà. Et toi, Fabienne, ça fait combien de temps que tu es militante à la LICRA? 10 ans, à peu près. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'état des lieux du racisme en France aujourd'hui? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Enfin, où on en est? Alors, je ne sais pas si c'est pire. Je ne sais pas si c'est pire. Moi, je pense que, je dirais, malheureusement, le racisme a toujours existé. Il existera peut-être encore longtemps. Je ne suis pas sûre que nous arriverons à l'éradiquer des groupements humains, parce que le racisme est souvent lié à des crises économiques, des crises sociales, qui engendrent la peur de l'autre, le rejet de l'autre. Et donc, de tout temps, il y a eu ce qu'on appelle le bouc émissaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le besoin de bouc émissaire, Voilà, en fait, quoi. exactement. Alors, le bouc émissaire qui existe depuis 3000 ans, c'est les Juifs, hein, ce sont les Juifs. Donc, c'est pour ça que l'antisémitisme reste, je dirais, le racisme dont j'en parlerai un petit peu après, qui n'est pas le plus important. Enfin, si, proportionnellement, c'est peut-être le plus important. Parce qu'en France, il y a beaucoup plus d'actes anti-musulmans qu'antisémites, mais proportionnellement, vu qu'il y a 7 millions de musulmans en France et 500 000 juifs, vous voyez un peu Le la ratio, ouais. différence. Voilà. Mais c'est pas ça qui est important, parce que nous, on ne fait pas de hiérarchie dans les racismes. Simplement, les racismes sont différents, s'expriment différemment, donc on va les combattre différemment. On ne va pas combattre de la même façon un racisme anti-musulman ou anti-noir, qui est souvent lié à des discriminations au logement, des discriminations au travail, des discriminations des fois aux études, à l'université, alors que l'antisémitisme, c'est souvent un racisme violent qui va de la destruction des cimetières, des tombes, et puis jusqu'à certains meurtres dont qu'on connaît en France quand même au Qui cours font encore des années. malheureusement régulièrement l'actualité, quoi. Voilà. Hein, Puis, donc, enfin, et c'est puis vraiment... même pour celles et ceux là ce soir qui habitent à Strasbourg et ceux qui y sont passés, moi je suis quand même frappé de voir que c'est pas spécifique à Strasbourg bien sûr, mais de voir la résurgence, on va dire, de symboles comme des croix gammées dans l'espace public qui sont dessinés. Ouais. Alors je sais pas si c'est à la légère ou pas par ceux qui le font. Mais c'est un symbole qui est chargé d'histoire et de les voir réapparaître. Je me souviens, il y a pas très longtemps, le campus de Strasbourg qui avait été recouvert de symboles nazis, de slogans nazis. Enfin, je veux dire, ça interpelle quand même parce que c'est une violence rare et c'est vrai que c'est très caractéristique comme. Et puis c'est vrai que vers chez nous aussi, quasiment tous les 2-3 mois, il y a un cimetière juif qui est tagué. Bien sûr. C'est très régulier. Hein. Oui. Ou même des ça arrive souvent des élus locaux supposés ou réputés de confession juive qui se font insulter, alpaguer, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper inquiétant. Ah oui. Et là encore, c'est un racisme et l'antisémitisme, effectivement, qui ressurgit régulièrement en période, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de crise économique. Hein, Ouais. c'est clair. Parce que justement, c'est pour ça qu'il s'exprime différemment que les autres racismes, parce que c'est tous ces stéréotypes. Le juif est riche, le juif a du pouvoir, le juif... ça va jusqu'au complotisme. Voilà, c'est un racisme tout à fait particulier. Donc, il faut le combattre de manière particulière. Par contre, nous, en tout cas, à Strasbourg, on fait beaucoup d'accueil des victimes.
les gens qui viennent nous voir régulièrement, c'est plutôt du racisme anti-noir et anti-musulman. Donc ça, c'est le racisme, je dirais, quotidien. Et tu disais que justement il y avait plusieurs manières de lutter contre les différentes formes de racisme. Et comment justement pour pouvoir adapter ces luttes contre le racisme, comment ça marche en fait? Comment justement vous luttez particulièrement contre l'antisémitisme? Comment est-ce que vous luttez contre la discrimination à l'emploi pour les personnes musulmanes par exemple? Alors, discrimination à l'emploi, donc on a beaucoup de plaintes comme ça. Alors le problème, c'est qu'on les aide, nous, on accueille les victimes et puis on les aide jusqu'au dépôt de plainte. Ouais. Et quelquefois, la police n'accepte pas forcément tous les dépôts de plainte. On peut envoyer un courrier au défenseur des droits. Le problème, c'est les preuves. Les preuves et les témoins. Donc un dépôt de plainte ne sera jamais pris en compte s'il n'y a pas de preuves et s'il n'y a pas de témoins. Et souvent, ces personnes-là qui sont victimes de racisme, qui est sûrement réel, mais elles se sentent victimes et voilà, elles n'ont pas la preuve en fait de ce qu'elles ont. Enfin, c'est difficile de faire la preuve. Oui, c'est insidieux. Quand on vous refuse un logement parce que vous appelez Mohamed, vous allez voir le bailleur, vous lui dites vous avez fait du racisme, il dit non, son dossier était simplement pas bon. Il vous dira pas que c'est du racisme. Donc c'est très très dur de faire la preuve et c'est pour ça que ces personnes sont souvent en souffrance et se sentent pas épaulées, ne se sentent pas aidées parce qu'on n'arrive pas à faire la preuve de quelque chose qui est réel mais qui est diffus, qui est pas. Qui est latent. Voilà, Ouais. c'est pas concret. C'est pas concret dans le sens, oui, de la preuve, parce que c'est quand même concret quand ils ne peuvent pas avoir un logement dans la réalité. Mais on les accompagne et très souvent, ce sont des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin de sentir qu'on les écoute, qu'on fait ce qu'on peut pour les aider et puis surtout qu'on les comprend, qu'on ne renie pas l'acte en fait. Donc même si on ne va pas jusqu'au dépôt de plainte, d'ailleurs certains au bout d'un moment disent c'est même pas la peine parce que ça ne sert à rien, mais ils sont contents qu'on les ait écoutés, qu'on les aide. Quelquefois quand on a des soupçons de racisme dans une entreprise par exemple, par un employé, bien, nous la LICRA, on envoie un courrier au chef d'entreprise par exemple, tout à fait gentiment. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Et donc, quand ils voient quand même qu'ils reçoivent un courrier de la LICRA, même si on n'a aucun pouvoir juridique, ils se disent, on ne sait jamais, ils peuvent quand même. Et donc, en général, les choses cessent. Donc, on les aide un petit peu de cette façon-là, même si c'est pas, si on ne peut pas aller jusqu'au procès. Oui, il y a beaucoup de procès, d'ailleurs, qu'on gagne, beaucoup de procès où on est partie civile. Mais alors, pas que nous, toutes les assos locales antiracistes, donc SOS Racisme, la LDA chez nous, souvent, c'est les 3 associations qui sont partie civile dans les procès contre racisme. Et du coup, quand vous intervenez, par exemple, dans des entreprises, est-ce que les personnes qui ont subi ces discriminations vous font part d'un changement à la suite de ça? Certains, oui, certains, pas Ouais. tous, mais certains, oui. Parce que je me dis, instinctivement, en fait, ça peut presque se retrouver contre la personne, surtout quand c'est une petite entreprise, par exemple. De se dire en fait il m'a balancé ça peut, bien sûr. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait si fréquemment. On l'a fait, on l'a fait même avec des personnes, je veux dire, contre un maire. On l'a fait. Je citerai pas de nom. Enfin, des personnes, voilà, qui sont influentes à Strasbourg, qui ont eu des paroles, des paroles que nous jugeons racistes. On leur envoie un courrier en disant voilà. En fait, en leur demandant de rétablir les choses et de s'excuser quelque part. Pour te dire la vérité, Aliénor, ça marche pas toujours. Ouais, mais faut qu'il y ait une réaction. Parce qu'il ne faut pas laisser la réaction, passer. c'est qu'ils ne commenceront pas quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, souvent, on parle de lutte antiraciste, de lutte contre les discriminations. Le rôle de l'éducation est très important, et notamment chez les enfants, pour éviter de recréer des schémas de discrimination ou de racisme qu'il peut y avoir dans le milieu familial. Est-ce que vous, la LICRA, vous intervenez dans les écoles justement pour faire de l'éducation sur ces thématiques-là, et comment vous êtes reçus Est-ce que vous avez pu avoir des difficultés dans certaines classes, certaines écoles sur ces questions-là? Alors, 2 choses. La première, c'est que la LICRA nationale a un partenariat officiel. Une convention a été signée avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on a des contrats avec l'éducation nationale partout en France. En général, ce sont les établissements scolaires qui nous contactent.
on est de plus en plus contactés, on intervient énormément, c'est le gros de notre activité, c'est les interventions scolaires, donc du primaire jusqu'à la terminale. Et on est sollicité soit de manière générale par la direction d'une école pour parler racisme, discrimination, ou soit ces derniers temps pour parler de quelque chose de particulier. Alors, pour vous donner des exemples, on a été souvent sollicité suite au meurtre de Samuel Paty, ouais, je pense à ça, ouais. pour parler de la liberté d'expression. Là, dernièrement, on a été sollicité pour parler de la liberté d'expression, la différence avec la liberté d'opinion, l'antisémitisme aussi. Enfin voilà, donc à chaque fois, alors la dernière fois, c'était effectivement parce que dans une classe, il y avait eu des propos très malheureux entre un élève juif et un élève musulman. Voilà, donc des injures de part et d'autre. Donc, ils nous ont demandé d'intervenir sur ce sujet-là. C'est pas facile, hein. Je vous dis franchement, c'est pas facile parce que, alors tu parlais de difficultés. Alors, les difficultés, ça tourne en ce moment quand même, malheureusement, toujours autour des caricatures. Ouais, c'est les clichés. Ouais. Avec des jeunes musulmans qui sont blessés, hein, là, les derniers, dans la classe où nous sommes intervenus, il y avait 2 jeunes musulmans. Alors, ils n'étaient pas agressifs, hein, pas du tout, au contraire, ils étaient vraiment blessés. Et ils me disent, mais madame, vous nous expliquez que le racisme, c'est des discriminations contre une personne et un groupe de personnes. Eh bien, la caricature, c'était contre une personne. Alors, j'avais une de mes intervenantes qui dit, non, c'est un dieu. Et effectivement, Mahomet n'est pas un dieu, c'est une personne. Et là, ils ne comprenaient plus. Et puis, en plus, ces jeunes-là souffrent de l'amalgame que souvent ça vient de l'extrême droite, hein, l'amalgame justement que fait l'extrême droite entre le fait d'être musulman et l'islamisme politique et le terrorisme. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, il faut aussi, il ne faut pas les victimiser, et puis il faut vraiment parler avec eux, mais il faut aussi comprendre leur souffrance. Mais est-ce que tu crois pas, et je parle pas que pour ce public-là, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment, toi, qu'en France, il y a, on va dire, un changement de mentalité par rapport à toutes ces questions? Alors, sur le fait religieux avec le blasphème et ce genre de choses, mais de manière générale, de comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce qu'on fait communauté. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train un peu de se casser et en fait, des groupes qui sont en train qui n'ont jamais disparu, mais qui sont en train de se solidifier et de créer des frontières entre eux, etc. Et du coup, ce que tu peux dire à l'école, parce que les enfants sont peut-être les témoins les plus sincères de ce présent et donc de cet avenir, de l'avenir qui nous attend, le sentiment que le discours que toi tu peux avoir avec la LICRA et que d'autres associations antiracistes peuvent avoir, est-ce que tu n'as pas le sentiment à chaque fois de te taper contre un mur, ou est-ce qu'une fois que tu es passé auprès d'une école, en sortant, tu te dis là, j'ai réussi à donner une réflexion, j'ai réussi à changer un petit peu les choses? Ah oui, alors j'espère qu'on arrive un peu à changer les choses, mais honnêtement, je ne me fais pas d'illusions. Plus les enfants les élèves, hein, plus ils sont âgés, moins on les changera. Hein. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours intervenir très tôt, quoi. Très, très tôt. Après, s'ils ont un environnement familial défavorable par rapport à ça, on pourra dire ce qu'on veut. Voilà, mais la graine est semée, tant pis. Ouais. Peut-être que plus tard, peut-être qu'ils se rappelleront ce qu'on a dit, mais voilà. Mais en plus, ce que tu disais aussi, qui est tout à fait vrai, on vit en ce moment une crise identitaire. Et pourquoi cette crise identitaire, qui à mon avis est très nocive et vraiment négative par rapport au racisme, aux discriminations et à tout ce qu'on vit en ce moment. Et pourquoi cette crise identitaire? C'est parce qu'il y a aussi une crise idéologique. À partir du moment où, on le voit bien, on voit bien que les grandes idées philosophiques, les grandes idéologies, on n'en parle plus beaucoup. Et en particulier, ces jeunes-là n'en parlent plus beaucoup. Et donc, il y a un retour à l'identitaire, il y a un retour aux religions, il y a un retour... moi, je trouve qu'on n'a jamais autant parlé des religions qu'en ce moment. Mais qui c'est qui disait déjà... Là, j'avoue que j'ai un trou de mémoire dans les lectures de la fac que le 21e siècle sera un siècle du sacré. Ouais. C'est Malraux. C'est pas Malraux?
C'est peut-être C'est Je Malraux. crois que possible. c'est Alors, je ne Malraux sais qui disait plus ça, le. oui. C'est possible parce que j'ai dû l'entendre sur les bancs de la fac Ah de oui, oui, droit. mais c'est un politique qui l'a dit, mais je ne me souviens plus de qui c'est. À trouver, je vous ferai un Google tout à l'heure. Ouais, je crois Bah, que tu vois, c'est. à l'époque, ça, quand je l'avais entendu la première fois qu'on m'a parlé de ça, c'était peut-être même avant la fac, ça devait être au lycée. On m'avait dit ça, je me suis dit, mais non, enfin, je veux dire, le fait religieux, Mhm. il est en recul, en tout cas, dans nos sociétés. Et en fait, quand tu vois que, en France en particulier, on est toujours passionné par des sujets comme ça, et qui marquent derrière, après, ben, des hausses de discrimination, par des actes Mais islamophobes, enfin, je trouve que c'est. Tu parlais tout à l'heure, Fabienne, que de victimisation et que voilà, il fallait pas. Mais oups, pardon. Mais de l'autre côté, moi, je suis hyper surprise et enfin même choquée en fait quand je pense que ça vous a pas échappé la semaine dernière, la députée qui disait qu'il fallait interdire les Les danses danses. traditionnelles dans les mariages. ah ouais, j'ai Après, vu ça à l'Assemblée nationale, mais c'est c'est de risible. l'assimilationnisme, c'est de la stigmatisation. Enfin, là, je veux dire, c'est du racisme pur et simple, en fait. Et en fait, d'entendre ça par des élus de la République qui, justement, se clament de la République et disent qu'ils le font pour la République, en fait, ça me dégoûte parce que c'est pas la République que j'ai connue, celle dans laquelle, la foi républicaine dans laquelle j'ai été élevée. Et du coup, c'est un retournement total justement, de nos fondamentaux. Ah oui, mais ça c'est parce que en politique, c'est pour ça tu parlais tout à l'heure de racisme d'État en France. Moi, je m'insurge contre ça. Il n'y a pas de racisme Mm. d'État. Par contre, dans l'État, il y a des racistes. Ça Oui, c'est ça. clair. Ouais. Et il y a quelques ministres, quelques hommes et femmes d'État qui sont carrément racistes, qu'il faudrait, à mon avis, enfin moi, si j'étais chef de l'État ou le chef du gouvernement, euh, enfin enfin, on peut pas laisser dire des choses comme ça. C'est clair que voilà, moi, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne. Enfin, il faut pas oublier, moi, je suis contre les crises identitaires, je suis contre voilà, ce communautarisme. Par contre, il faut accepter qu'on puisse faire partie d'une communauté. On a nos origines, on a notre histoire, notre culture. Et il n'est pas question, même dans l'universalisme, dans la lutte universaliste, pas question de nier la culture des individus. Mais souvent, Ça fait partie de notre vie. on confond souvent universel et uniformité, en fait. Et Voilà, Exactement, exactement. exactement. Exact. Mais, Alors que mais, c'est mais, pas mais du on est tout ça. là-dedans aujourd'hui, moi je trouve, dans le débat public. Alors, je sais pas dans quelle proportion, mais facilement tu tombes là-dedans dans les là, ce que disait Aliénor à l'Assemblée avec ses propositions de Bien sûr. on veut pas de danse, d'autres origines culturelles que ce qui se fait en France, etc. D'ailleurs, ça pose la question de qu'est-ce qui est d'origine française dans ce genre Oui, de c'est choses. Mais clair. bah, Ça, c'était la ça, réponse de c'est bien. Dupond-Moretti, d'ailleurs, hein. ouais, non, mais enfin, c'est ridicule. Et on tombe dans ce délire de il faut que plus personne n'exprime ses différences culturelles. Et franchement, je trouve que ça dessert la notion d'universalisme dans ce qu'elle est à la base. On pourra peut-être le rappeler, peut-être pas, Fabienne, tu pourras en donner ta définition, ta compréhension en tout cas. Mais je trouve que ça dessert parce qu'au final, ça laisse croire que vivre ensemble et être dans cette communauté universelle qu'est la République, c'est finalement gommer toutes ces différences. C'est être un citoyen, voilà, lambda, sans caractéristiques, sans histoire, et enfin, c'est d'une tristesse, quoi. Oui, sachant qu'à la base, la République, elle laisse justement tout ça exister, en fait. Mais Et bien elle sûr, protège et elle permet d'être plurielle tout en étant unie, en fait. bien sûr, bien sûr. Ah non, en plus, l'universalisme, c'est pas ça du tout. L'universalisme, c'est vraiment l'idée de l'existence d'une unité du genre humain, mais au niveau de la solidarité, au niveau de la fraternité, au niveau des droits et des devoirs, mais au-delà de la diversité culturelle qu'on reconnaît. Enfin, l'universalisme reconnaît la diversité culturelle. Et je pense que ce que tu disais, Gabriel, c'est ça. C'est que les gens enfin, ne connaissent même plus la définition des mots, en fait, hein. Les mots perdent leur importance, chacun les interprète comme il veut. La définition, pourtant, elle est très claire, hein. Mm. C'est simplement, il y a le genre humain, il y a l'espèce humaine, on doit tous avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, être défendus tous de la même façon, mais reconnaître quand même notre Mm. diversité culturelle. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Bah, c'est un peu le. Pour moi, bon, alors là, ça va être peut-être une opinion personnelle, je sais ô combien ce débat fait question, mais c'est un peu la même question avec la définition de la laïcité, etc., qui aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment, un peu comme l'universalisme, est devenu en fait un terme qui est utilisé pour exclure, donc pour discriminer, pour mettre certaines personnes de côté, plutôt que comme un outil qui permet de rassembler. Oui, Et pour moi, mais c'est la même chose. L'universalisme aujourd'hui, enfin, quand on se dit universaliste, on est vu comme quelqu'un qui veut gommer des différences, Ouais. ah ouais, qui veut appauvrir en Ouais, c'est fait un en gros termes mot de richesse maintenant. culturelle.
c'est un gros mot, alors Quand qu'en même, fait, je n'irai pas jusque-là. Enfin, il faut pas non plus. De là à dire que c'est un gros mot, je trouve que c'est trop quand même. Ah bah Je veux dire, si. non, mais Oui. pour certaines personnes, il moi faut je Ah pense oui, finir qu'il y a les certaines termes, mais personnes de qui l'autre considèrent côté, ça tu comme peux ça. aussi dire que l'intersectionnalité, c'est vu comme un gros mot. Et quand tu vois que la ministre de l'université et des études supérieures veut faire la chasse aux sorcières dans ses propos, Ouais, 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 ouais. c'est pareil, ça va dans un sens comme dans l'autre. Hein. Ah, mais en fait, il y a aucune nuance en fait aujourd'hui. C'est noir ou blanc. Et c'est comme tu dis, c'est caricatural des deux côtés. Et c'est dommage parce qu'au final, les uns et les autres se comprennent pas, quoi. Oui, parce on est dans une société de l'instant et du tweet aussi. Donc forcément, quand tu vois que par exemple la loi de 1905, elle a été débattue pendant plusieurs années Ouais. avant d'être ce qu'elle Mm. est aujourd'hui. Ouais. C'est complètement différent que ce qu'on en fait aujourd'hui en quelques Ah semaines. bah, On est dans la réaction de toute aujourd'hui, façon on aujourd'hui. s'essuie les pieds dessus, hein. Ouais. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut bien voir que tout ça est très politisé. Qui est-ce qui détruit, justement, qui est-ce qui diabolise le mot d'universalisme ou la laïcité? C'est certains partis politiques, hein, parce qu'ils s'en servent, parce que, alors, l'universalisme, enfin la laïcité surtout, c'est vu comme une série de règles qui sont anti-musulmanes. Qui est-ce qui laisse passer ce message? C'est souvent l'extrême droite, par exemple, Ou la droite extrême. ou la droite extrême, pardon, tout à fait. Voilà, c'est très politique et tout est utilisé de manière politique. Et c'est ça qui est dramatique. Parce que sinon, ce sont des notions. Enfin, pour moi, je ne comprends même pas, en revenant à la laïcité, qu'il y ait un débat sur la laïcité. Enfin, pour moi, c'est très simple, la laïcité. Il n'y a rien de plus simple que la laïcité. Oui, tout à Et fait. elle Mais Ah ouais, n'exclut et pourtant, personne. et pourtant, on voit que c'est une notion qui dépasse même en fait l'excitation française, parce que quand tu vois que c'est utilisé en relation internationale pour attaquer la France, je pense notamment Erdogan vis-à-vis d'Emmanuel mais même Macron, aux États-Unis. Hein. bah, et même aux États-Unis, enfin, ça montre qu'en fait, Non, mais il y a un déjà délire, quoi. qu'en France, on a du mal à définir la laïcité, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs laïcités. En vrai, elle est Alors, très bien définie. C'est juste oui, non, l'interprétation qu'en font les uns et les autres. Hein. oui, aujourd'hui, Ouais, ouais, chacun ouais. défend sa définition de la laïcité. C'est ça C'est ça. le problème. Alors Et je qu'en pense, réalité, c'est très très clair en droit. Ah bah moi, ah oui, bien j'ai sûr. lu voilà, j'ai lu il faut lire les décrets, la loi, c'est très clair. Bien Il y sûr. a aucun souci. Et comme tu disais, Aliénor, c'est simplement ce qui en est fait qui est Mm, dramatique. mm, mm. Alors après, par rapport aux autres pays, c'est sûr que c'est la laïcité avec ces décrets-là et cette loi-là des droits de l'homme, hein, parce que la laïcité, ça a pris quand même, voilà, il y a eu plusieurs lois, hein, qui ont conduit à cette loi de laïcité. Elle est spécifique à la France. Aux États-Unis, Bah, on prête il serment n'y a sur la pas Bible ça. aux États-Unis. Donc déjà, Ben voilà. quand Et on est puis on président. chante des chants religieux à président, ils chantent, je sais pas, et puis en Angleterre aussi, hein, Mm. c'est God Save the Queen, etc. Donc c'est vraiment très spécifique à la France, cette notion de Mm. laïcité. Hein. Alors c'est sûr que les autres pays la comprennent pas, mais la comprennent absolument. Alors, moi, je vais peut-être passer un peu du coq à l'âne, mais tu as parlé là des États-Unis, on a parlé des États-Unis. Et justement, ça renvoie un peu à la question que je te posais avant, avec est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui change en France sur comment on combat les discriminations, qu'est-ce Ouais. qu'une discrimination, qu'est-ce qu'un racisme. Et tu en as parlé aussi avec la question du racisme d'État, oui ou non, est-ce que ça existe en France. Aujourd'hui, qu'est-ce que la LICRA répond aux militants qui, sans doute avec bienveillance, même certainement avec bienveillance, importent peut-être la question du racisme d'État en France, pour l'appliquer en France. Qu'est-ce qu'on leur répond? Parce que c'est vrai que c'est compliqué à défendre aujourd'hui, peut-être la thèse de dire il n'y a pas de racisme d'État quand on voit que Michel Zecler, je crois qu'il s'appelait, le producteur de musique à Paris, qui s'était fait passer à tabac en fait par plusieurs policiers. Comment est-ce qu'on leur dit encore aujourd'hui, non, non, mais ce qui se passe aux États-Unis et ce dont a parlé Aliénor dans son introduction, c'est pas la même chose que ce qui se passe en France. Tu vois, Alors, comment est-ce qu'on arrive en fait encore à conserver un discours justement sur la République n'est pas raciste, alors que les faits, ils s'en rapprochent. Et, ouais, je suis d'accord, et Gabriel, mais C'est les c'est ce que je épiphénomènes disais aussi. tout à l'heure. Oui, il n'y ouais, a pas de racisme d'État, mais il y a des racistes dans l'État. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des policiers racistes, il y a des ministres racistes, il y a des voilà. Mais il n'y a pas de racisme d'État parce que c'est un délit, c'est puni par la loi. On ne peut pas avoir les deux.
Mhm. Après, il y a des policiers racistes en France comme aux États-Unis, hein. Alors peut-être qu'ils n'iront Bien pas sûr. aussi loin, j'en sais rien, mais il y en a. En fait, moi, je pense que la proportion de policiers, par exemple, racistes, est la même que la proportion de racistes Dans la chez société. les Français, dans la Ouais, bien sûr. société. Voilà, c'est tout. Et de la même façon, si vous prenez l'Assemblée nationale, eh bien, il y aura bon, peut-être pas forcément exactement la même proportion, parce que c'est censé être des gens qui ont fait un peu des études, qui sont censés être intellectuellement quand même au courant de tout ça, et bien que il y a quand même des gens qui auront des propos discriminants et des racistes, hein, à l'Assemblée, par exemple. Donc oui, dans l'État, il y a des personnes qui sont racistes, c'est clair. Mais pour rebondir sur ce que disait Gabriel, toi, comment est-ce que tu analyses toutes ces formes, toutes ces nouvelles formes de lutte, de nouvelles associations antiracistes qui utilisent par exemple les réunions non mixtes, la question de l'intersectionnalité et qui justement ont importé ces nouveaux termes comme le fait d'être racisé, donc qui est sur une dimension sociale. Et voilà, comment toi est-ce que tu l'analyses? Parce que effectivement, moi je me revendique de l'universalisme, mais de l'autre côté, je comprends en fait je peux comprendre l'utilité d'une réunion de non mixte et je m'en prive pas du tout, je m'en cache pas. Notamment dans le cadre du féminisme, moi ça m'intéresse beaucoup ce genre de choses. Ouais, alors là, c'est vraiment très compliqué parce que tout ce qui est woke culture, cancel culture vient des États-Unis au Ouais. départ. Les États-Unis, c'est pas la France. Donc ça venait au départ des campus américains et ça reflète un esprit militant pour la protection des minorités. Donc ça partait d'un bon sentiment, hein. C'était un combat finalement d'étudiants américains face à l'injustice. Ça date à peu près des années 2010, hein, aux États-Unis. Et puis la cancel culture, c'est tout ce qui est production culturelle, donc jugées discriminatoires, qui sont rayées, effacées, hein, on l'a vu, et tout ça, c'est importé en France. Sauf qu'en France, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que la France, c'est pas les États-Unis. Il n'y a pas, par exemple, le racisme n'est pas un délit aux États-Unis. Il devient un délit que s'il y a violence et meurtre. D'accord? Donc, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Mhm. Et puis pour moi, ça c'est spécifique à la LICRA, donc je parle aussi au nom de la LICRA, mais j'approuve cette idée. Pour moi, le résultat de la woke culture et de la cancel culture, et puis de certaines réunions non mixité, d'ailleurs peut-être pas toutes, on y reviendra, mais en tout cas certaines, pour moi c'est vraiment des idéologies de haine Et qui dis- enferment les personnes, en fait ne leur laissant même pas d'autre choix que d'être une victime. Hmm. Voilà. C'est des gens qui vont être, donc on va dire, les personnes racisées. J'ai horreur de ce terme-là, je le dis franchement. Toutes ces personnes vont être vraiment prises au piège de la couleur de leur peau. La haine est au bout de tout ça et euh, voilà, ça va générer des frustrations, des haines, des colères, de la violence. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le, c'est un combat antiraciste qui va conduire à encore plus de racisme. Voilà. Hein, ça c'est vraiment, et qui est à l'inverse de l'universalisme. Ouais. Vraiment à l'inverse. C'est vraiment assigner les personnes noires, les femmes, les À leur musulmans, couleur à de leur peau. statut Ouais. de victime, à leur statut de. Voilà. Et de là, on est arrivé en particulier sur les réseaux sociaux à des réactions des femmes noires on le connaît, hein, il y a Rachel Kahn, il y a Tania de Montaigne, il y en a plein d'autres, on les traite de traîtres à la cause, de négresses de maison, de bounty. C'est d'une violence rare. C'est des femmes qui sont harcelées sur les réseaux sociaux, hein, souvent. Parce qu'elles elles ne voient pas du tout les choses de cette façon-là. Elles restent dans cet universalisme et elles disent euh, pourquoi, finalement, pourquoi il faut reconnaître, hein, les plaies de la colonisation, de l'esclavage. Il n'est pas question de les effacer, il faut les reconnaître, il faut en parler. Mais elles ne veulent pas, je dis elles parce que c'est des femmes, mais il y a aussi des hommes qui ont combattu dans ce même. Celles que je connais sont des femmes. Elles ne veulent pas réparer avec des nouvelles haines, ni réparer avec des revanches, et encore moins des divisions. Hein, parce que ça arrive à la haine de l'autre, au rejet de l'autre, à des racismes exacerbés. Donc ce n'est pas une solution. Alors parler, oui, des drames de la colonisation, de l'esclavage et autres horreurs que les pays occidentaux ont pu faire,
Mais il faut pas réparer par de nouvelles haines. C'est contre-productif. Mais on peut aussi l'envisager pas forcément comme une solution ou une fin en soi, mais un moyen de compréhension. Et à la base, d'ailleurs, l'intersectionnalité, c'est un outil sociologique qui permet de comprendre. Et dans le cadre, par exemple, des réunions non mixtes, ça peut être un moyen de libérer sa parole et de se sentir dans une zone de confort pour partager avec des gens qui peuvent vivre la même chose. Et ça peut pas forcément être une solution, mais un moyen de comprendre, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'envisage et que j'appréhende. Et en fait, je trouve pas que c'est si dangereux que ça. Moi, je partage ce que tu viens de dire, Aliénor, sur le fait que ça permet de comprendre, que ça permet de parler, de rassurer. Et je pense qu'effectivement, les réunions non mixtes, par exemple, c'est des outils, des temps qui peuvent être importants dans certains moments de sa vie. C'est évident. Par contre, je pense aussi que, en fait, avec la simple notion d'intersectionnalité, je pense que en France, ou en tout cas dans l'espace public, on a un peu dévoyé le terme parce que, à la base, l'outil sociologique dont tu parles, donc celui je sais plus comment ça s'appelle, Kimberly Williams, c'est simplement de dire que, à côté de la catégorie sociale qui fonde un certain nombre de discriminations et d'inégalités, eh ben, il y a des choses qui se rajoutent le genre, l'orientation sexuelle, l'ethnicité, etc. Et en fait, moi j'ai le sentiment que ça, c'est un outil sociologique et scientifique. Et aujourd'hui, l'intersectionnalité, c'est devenu en fait un mot politique. Mm. Et alors après, c'est un avis personnel, donc je ne prétends pas tout savoir ou dire la vérité, mais j'ai le sentiment que les militants politiques de l'intersectionnalité, pas tous, mais parfois, peuvent tomber dans le travers d'alimenter en fait cet aspect, vous n'êtes plus que des personnes discriminées par votre ethnie, par votre couleur de peau, par votre genre, par votre orientation sexuelle. Et en fait, c'est là, je trouve, où c'est dommage parce que l'outil scientifique formidable qui permet de comprendre qu'il y a des personnes qui, dès le départ dans leur vie, vont avoir que des mauvaises cartes dans leurs mains et vont se multiplier ces mauvaises cartes et qui permettent de combattre ça, et ben ça devient une espèce de carcan politique duquel c'est compliqué de se défaire. Non, mais oui, Et mais je suis d'accord tu avec toi, vois. Gabriel, mais c'est la même chose avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les abus de l'universalisme. Et je trouve ça Ah aussi bah bien dommage sûr, bien sûr. d'enfermer les questions d'intersectionnalité en disant oh, il y a des abus, on enferme les races, Non mais faut pas les femmes. enfermer, je pense, je pense, je pense que pour le C'est coup, pareil, il y a des abus, mais je pense qu'il faut pas le réduire à ça. Et moi, j'ai il faut pas le l'impression réduire à ça. qu'aujourd'hui, on fait une chasse aux sorcières parce qu'en France, on a une tradition universaliste, c'est clair, mais que de l'autre côté, il faut pas diaboliser l'autre non plus, il y a des choses à en tirer aussi, en fait. Mais c'est pas mon propos, je pense pas qu'il faille le diaboliser, comme tu dis, parce que effectivement, sinon on tourne le dos à un certain nombre d'apports qui sont hyper bénéfiques pour les gens qui peuvent être en détresse psychologique, qui sont en quête de soi, etc. Mais par contre, je pense que pour le coup, bah, pour les associations antiracistes, notamment la LICRA, et Fabienne nous dira son point de vue, je pense que justement le job là, c'est de dire, attendez, il y a un terme, il y a un outil sociologique qui est formidable, attention, si on veut justement qu'il soit bien utilisé, à pas tomber dans le mauvais travers militant que ça peut apporter, quoi. Je pense justement que des gens comme toi, Aliénor, tu vois, typiquement, eh ben, il faut pouvoir dire à voix haute, et tu le fais assez souvent, dire à voix haute, ben non, attention, c'est une notion qui est beaucoup plus nuancée que la caricature qu'on en fait aujourd'hui sur les plateaux, à CNews ou compagnie, quoi. Je suis totalement d'accord avec C'est toi. clair, parce que tu vois, moi j'ai déjà participé à une réunion non mixte féministe pour parler des violences, du harcèlement de rue. Et il y avait en l'occurrence que des femmes, parce qu'il y a quand même que des femmes qui sont concernées, et 100% d'ailleurs. En fait, je me suis sentie très heureuse d'être dans ce cercle où je me sentais en confort pour en parler avec des femmes qui avaient vécu la même chose que moi, peu ou prou. Ça n'empêche que dans mon quotidien, bien sûr que demain, j'irai marcher main dans la main avec toi, ou avec Tanguy, ou avec quelconque homme qui veuille pour le 8 mars, tu vois. Ça n'empêche Ouais, pas. bah, C'est juste oui, qu'il bien y a des sûr. moments à sélectionner qui peuvent être utiles. Mm. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que tout à Ouais, l'heure, ça, oui. j'ai mis une parenthèse, les réunions en non-mixité, ça dépend pourquoi. C'est évident que si on Oui, prend les réunions pour les alcooliques, les femmes battues, Tout à fait. C'est un très bon exemple. c'est pas la même chose que des réunions où on voudra que des noirs parce qu'ils subissent du racisme anti-noir ou que des musulmans. C'est pas du tout la même chose. Et où on va exclure les blancs. L'universalisme, c'est l'inverse. Les noirs doivent pas être défendus que par les noirs. Nous devons tous les défendre. Donc, c'est pas la même chose d'être dans des réunions. Et je pense que là, elles doivent être mixtes. Et on peut pas interdire à une ethnie plutôt qu'à une autre
Par contre, pour des cas particuliers où il y a une importance psychologique comme les femmes battues, et voilà, là c'est pas la même chose, mais j'appelle pas ça la non-mixité, puisque dans les femmes battues, il peut y avoir des musulmanes, des noirs, des blanches, enfin tout. C'est pas. Pour moi, la non-mixité, c'est exclure une ethnie en disant, ben, vous les blancs, vous pouvez pas défendre les noirs, ou vous les Ouais. musulmans, vous Et pouvez faire pas une défendre les noirs. et faire une Voilà, et hiérarchisation c'est ça des. voilà. Là, on est dans la confusion et on flatte les égos Ouais. victimaires. Ça, c'est pas possible. Par contre, ce que tu dis, Aliénor, pour les femmes voilà, qui subissent des violences conjugales, je peux comprendre qu'elles aient envie d'en parler d'abord entre elles, et Ouais. certainement d'ailleurs avec des aides de psychologues, je suppose. Oui, Bah, mais je fais une petite parenthèse culturelle. Vous avez peut-être vu le film Tout simplement noir. Oui. Et je trouve qu'en fait, c'est un très bon résumé de tout ce dont on parle, à la fois Merci. des abus de l'intersectionnalité, à la fois les abus de l'universalisme, la question de l'identité, comment se construire en étant un noir en France, ce genre de choses. Et en fait, c'est fait, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très brillant. Il est très bien fait. Parce que Oui, ça tombe jamais dans la caricature, tout en étant à la fois très comique, en fait. Et donc, Ah, c'est le film avec le mec qui veut monter une manif, oui, c'est c'est ça? ça. Et il y a D'accord. Oui, justement, voilà. Au début, il voulait qu'il y ait que des noirs, je crois. Et puis, en fait, il y en a plein d'autres. Puis petit à petit, justement, moi, j'ai trouvé que c'est un film qui est complètement pour l'universalisme, hein, parce que il le fait avec beaucoup d'humour, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est ça, à la fin, bah, tout le monde est ensemble, hein, Ouais. quelque part. Mais au départ, il partait effectivement en disant, nous, les Noirs, on va manifester, hein. Et puis finalement, il avait d'autres copains qui n'étaient pas noirs, etc. Donc oui, il est très bien, oui. C'est vrai que c'est un film. Et moi, je l'ai vu plutôt comme ça, comme finalement, oui, une sorte de défense de ce que nous, on défend à la LICRA en tout cas, hein. Cet universalisme qui fait que, voilà, on est là pour. L'autre, c'est moi. Et moi, c'est l'autre. Je veux dire, quelle que soit notre couleur, notre religion, nos origines. Voilà, on est là pour défendre tout individu, voilà, quel qu'il soit. Pour moi, c'est ça l'universalisme, hein. Voilà, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie dans les racismes, il n'y a pas de différence, hein. Après, ils s'expriment différemment, donc on va les combattre différemment, Ouais, c'est ça, ouais. mais c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de hiérarchie. Et d'ailleurs, à un moment, Gabriel, je demandais comment à l'école, on essaie de parler d'antisémitisme. Alors, on en parle, on a quelques outils par rapport à la Shoah, mais justement, on essaye d'en parler en parlant des autres génocides aussi. Justement, Ah, ouais, super, ouais. pour pas que les enfants aient l'impression qu'on parle que de la Shoah, parce qu'il y a quand même les Arméniens, il y a les Tutsis, donc on parle de tous ces autres génocides, où les mécanismes sont les mêmes finalement. Ouais, pour qu'ils comprennent que ça s'est passé, la Shoah, donc dans les années 40, mais que, bon, l'Arménie c'est plus vieux, mais les Tutsis c'est plus récent, et que ça peut encore se passer dans un coin du monde si, voilà, s'il y a des dérives fascistes ou voilà, des gouvernements. Donc on présente un petit peu les choses comme ça. Et puis quand je peux, je les emmène au Struthof, j'emmène les jeunes au Struthof. Il y a de très belles expositions. Sur les lieux de mémoire, quoi. Voilà. Donc oui, un beau travail de mémoire, ça marche bien. Dernièrement, j'étais dans une école avec Ginette Kolinka, donc une des rares rescapées des camps encore vivantes, hein, parce que maintenant, bon, on n'en a plus beaucoup. Et elle a parlé de tout ça à des jeunes, et c'était même étonnant, émouvant de voir comment les jeunes étaient captivés par ce qu'elle disait et empathiques, qui sont tous allés la voir après, voulaient des autographes, alors que c'est une vieille dame. Voilà, donc elle a su faire passer ce message quand même, donc à des jeunes de troisième, hein, c'était des jeunes de troisième, de toute origine, et ils ont tous, voilà, ça marche bien. Et je pense que dans les écoles voilà, où les jeunes sont encadrés par des professeurs, souvent des professeurs d'histoire qui sont ouverts, qui leur parlent de tout ça, et qui en plus nous appellent pour faire des journées de sensibilisation, ça marche bien. Je pense qu'il en restera quelque chose quand même. Ben, merci beaucoup Fabienne. Alors on va te poser la dernière question gueule de bois, la traditionnelle. Alors toi Fabienne, qu'est-ce qui te met la gueule de bois et comment tu la gères? Alors la gueule de bois, je le disais tout à l'heure, bon à part le champagne, ça qui est une vraie gueule de bois. Sinon moi ma gueule de bois c'est les réseaux sociaux. Ouais, c'est les réseaux sociaux quand je vois
que les gens sont capables d'écrire des discours de haine et de violence dans les mots, de personnes qui peuvent même être connues, de gens qui sont censés être intelligents, de gens qui... Et ça, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas cette libération de la parole. Ouais. Alors que les réseaux sociaux, enfin en tout cas moi ceux que je fréquente, je dirais entre guillemets, puisque les plus jeunes ont plein d'autres réseaux sociaux que Twitter ou Facebook. En tout cas Facebook c'est pas anonyme, enfin souvent c'est pas anonyme de toute façon. Donc on sait qui c'est. En plus nous à la LICRA et puis d'autres on signale les contenus de haine. Donc je comprends pas et ça me rend presque hystérique. Je déteste voir de personnes que même je connais, que j'estime ou que j'estimais, des versés propos, dans des discours de haine, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, peut-être que déjà maintenant, mais disons que la lutte antiraciste de demain, elle se passe aussi sur les réseaux sociaux, en fait. Bien sûr. Ouais. C'est une nouvelle forme, parce que finalement, mais c'est comme tout, hein, c'est comme les insultes, même en dehors du racisme, mais que c'est tellement simple, en fait, et tellement, les gens ont l'impression qu'ils sont derrière leur écran, mais c'est tout aussi blessant, et en fait, c'est presque, c'est monumental, en fait, les insultes racistes. Bah oui, parce que tu peux en recevoir des centaines. Ça rejoint le harcèlement, ça rejoint complètement. Le harcèlement, et puis ce que subit par exemple la petite Mila en ce moment, hein, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais, et puis en plus, c'est quelque chose, c'est un vecteur qui accélère qui accélère le nombre de faits, oui, ça massifie en plus. récurrence, et ouais, ça massifie, et puis ça rend... Mais en fait, on voit que ça, en fait, dans le petit monde Twitter, alors que je crois qu'il y a... tu peux croire que tous les Français sont racistes quand tu es sur Twitter, ou hein, c'est assez fou. Ah oui, après, tu vois, la dernière fois, j'avais lu un article de France 3 Région, un truc comme ça, qui parlait d'un bateau qui s'était échoué avec plusieurs personnes migrantes à l'intérieur. Il y avait eu des décès, des enfants, et en fait les commentaires étaient orduriers, mais vraiment rencontrez-vous, ça fera des noirs en moins sur le territoire, enfin des trucs vraiment dégueulasses, tu vois, et en plus pour le coup c'était sur Twitter, donc comme disait Fabienne, c'est même pas anonyme en fait, et les gens ne s'en cachent plus. Ils s'en cachent plus, mais d'ailleurs, aucune honte. Mais d'ailleurs, ça pourrait être un autre thème de discussion, c'est la question de la régulation des réseaux sociaux et des contenus. En fait, Tanguy est en train de nous annoncer qu'on aura Mark Zuckerberg le mois prochain sur Gueule de Bois. Non, mais c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Mais c'est d'autant plus intéressant qu'il y a énormément, ça, maintenant on n'a plus le temps, puis comme tu dis, on peut refaire avec d'autres, hein. Là, on est tout un groupe en France, mais pas qu'en France, à essayer d'intervenir au niveau européen pour qu'il y ait une régulation justement des discours de haine. Mais c'est très très difficile. C'est très difficile. En tout cas, merci Fabienne de nous avoir consacré ce temps-là. Je pense que c'est des sujets importants et qui concernent malheureusement encore trop de monde. Et on se permet quand même donc de redonner le nom de ton association, la LICRA, qui est une formidable association qui, si des personnes nous écoutent, sont victimes de discrimination ou de racisme, n'hésitez pas à vous tourner vers la LICRA qui pourra vous accompagner, vous conseiller et vous écouter, c'est important. Donc merci beaucoup Fabienne d'avoir participé à ce podcast. À la prochaine tout le monde. À très bientôt. Ciao. Bonne soirée. Merci Fabienne, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, pod-gdb et sur toutes les plateformes de streaming. Bon week-end.